Nous avons reçu à la rédaction de Carambolage le mail d'une téléspectatrice allemande, Katharina Friedmann. Écoutez ce qu'elle nous écrit. Cher Carambolage, je suis allemande et depuis quelques années, je vis dans le nord de la France, à Lille. Vous allez comprendre pourquoi cette précision géographique est d'importance. Car j'ai remarqué que lorsqu'un Français de province se rend à Paris, il dit « Je monte à Paris ». Je monte à Paris? Tout de suite, j'ai cherché une raison géographique. L'altitude moyenne de Lille est de 28 mètres, celle de Paris de 35 mètres. Mais ce ne sont quand même pas 7 petits mètres qui légitiment l'expression « monter à Paris ». Sur une carte de France, le nord de la France est évidemment au nord, tout en haut. D'ailleurs, les nordistes ont choisi il y a peu de temps de baptiser leur région les Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas par quel miracle on peut monter des Hauts-de-France vers Paris. Vers Bruxelles, je pourrais comprendre, mais vers Paris? J'ai aussi remarqué que si les gens du Nord montent à Paris, ils descendent sur la côte, comme ils disent, quand ils vont sur la côte d'Azur. Vous l'avouerez, la route passe par Paris. C'est un peu contradictoire. Il faut donc oublier toute considération géographique. Quand les Français de province, et quelle que soit leur province, montent à Paris, ils expriment une sorte de révérence inconsciente pour le statut hors du commun de Paris, capitale de ce pays encore et toujours très centralisé qu'est la France. Monter à Paris, il y a du prestige là-dedans, de l'ambition. Par le passé, pour devenir quelqu'un, pour sortir de sa condition, les Français de province se devaient de quitter leur campagne ou leur petite ville pour monter à Paris. C'est quelque chose de typiquement français, dont nous autres, en Allemagne, n'avons pas vraiment idée. Wir steigen nicht nach Berlin, München oder Hamburg auf. Nous ne montons pas à Berlin, Munich ou Hambourg. Wir fahren nach Berlin, München oder Hamburg. Nous allons à Berlin, Munich ou Hambourg. Voilà, j'ai pensé que cette petite réflexion pouvait vous intéresser. Cordialement, Katharina Friedmann. Benjamin Ansari est un jeune Allemand qui effectue en ce moment un stage en France. Il n'a pas l'air malheureux en France, même si certaines choses lui manquent. Je m'appelle Benjamin, je suis allemand et je vis depuis plus d'1 an à Paris. Ce qui me manque de Francfort, ma ville natale, c'est le vin de pomme. J'en achète chaque fois que je rentre chez moi. Boire du vin de pomme, c'est tout un rituel. On utilise ce pichet. C'est une sorte de cruche en terre cuite qui maintient l'Apfelwein au frais. Ensuite, on le verse dans un Gerippte, un verre avec un motif en relief. On peut y ajouter un peu d'eau gazeuse, ce qui en fait une boisson acide très rafraîchissante l'été. Sinon, on peut le mélanger avec de la limonade au citron. Mes amis français adorent ça. Et ça devient une boisson sucrée. Mais franchement, autant boire du cidre. Non. Moi, je le préfère pur. Il n'y a que comme ça qu'on sent bien l'arôme acide et âpre. Ça ne pétille pas et ça me rappelle les douces nuits d'été avec mes amis au bord du Main. Un Gerippte dans la main. Ce soir, Nicolas Obermann nous propose un voyage dans le temps, au XVIe siècle exactement. Vous êtes prêts? L'Europe en 1515. 1515, ce ne serait pas l'année de la célèbre bataille de Marignan qui voit François Ier s'emparer du duché de Milan, une date bien connue des Français. Ce n'est pourtant pas le seul événement marquant de l'année. À Lisbonne aussi, il se passe quelque chose d'inouï. Le 20 mai 1515, le Nossa Senhora da Ajuda rentre au port avec une cargaison qui fait sensation. Un rhinocéros indien, cadeau du gouverneur de l'Inde portugaise au roi du Portugal, Manuel Ier. C'est la première fois qu'un rhinocéros débarque en Europe depuis l'époque romaine. Et dans toute la ville, on ne parle que de ça. L'animal, qui est devenu une sorte de mythe, passe pour un monstre sanguinaire.
Selon Pline l'Ancien, un savant de l'Antiquité, il aiguise sa corne contre les rochers pour éventrer son ennemi juré, l'éléphant. Pour en avoir le cœur net, le roi Manuel Ier organise un duel opposant le rhinocéros à un jeune éléphant. Seulement, devant la foule bruyante, l'éléphant prend peur et déguerpit de l'arène sans demander son reste. Le rhinocéros est déclaré vainqueur. Sa réputation de terreur des éléphants est sauve. Parmi les curieux, il y a aussi des Allemands. Une description de l'animal et un croquis grossier parvient à Nuremberg jusqu'à un peintre, graveur et mathématicien du nom d'Albrecht Dürer, un créateur visionnaire considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands artistes de la Renaissance. De son vivant déjà, il est une véritable légende. Vous connaissez certainement ses mains en prière, ses autoportraits révolutionnaires pour l'époque et ses études saisissantes de réalisme d'une touffe d'herbe et d'un lièvre. Dürer déduit de la description qu'un rhinocéros a la même longueur qu'un éléphant, mais des pattes plus courtes. Les proportions correspondent donc à peu près à la réalité. Les détails, quant à eux, sont plus fantaisistes. L'animal porte une sorte d'armure avec des décorations et des manches courtes, d'où sortent des pattes de reptiles couvertes d'écailles. Il a au cou des excroissances de chair et sur le dos une petite corne supplémentaire. Des poils dans les oreilles, une barbichette au menton, des piquants sur la corne et une queue d'éléphant. Il tient du chevalier du Moyen-Âge, du dinosaure, de la créature fabuleuse. Mais cela reste un rhinocéros, imposant, vigoureux, agressif. Au fond, Albrecht Dürer a réussi à saisir l'essence du rhinocéros. Artiste de génie, Dürer est aussi un homme d'affaires. Il reproduit lui-même son rhinocéros en très grand nombre, exploite les circuits de distribution d'un marché de l'art naissant, utilise ses initiales pour faire connaître son travail, sa marque de fabrique AD est le premier logo de tous les temps, et amasse une petite fortune. Personne ne critique les libertés qu'il a prises dans son interprétation du rhinocéros, d'autant que le modèle a repris la mer, cette fois comme cadeau du roi Manuel Ier pour le pape, et qu'il meurt noyé lors d'une tempête car il est attaché au bateau avec des chaînes en or. Après la mort de Dürer en 1528, d'autres rhinocéros arrivent en Europe pour être exhibés dans des ménageries exotiques. Et même s'ils ont tous leur portrait et que le monde entier sait désormais à quoi ressemble un vrai rhinocéros, l'œuvre quelque peu fantastique de Dürer continue à être utilisée, reproduite, diffusée partout. Regardez, elle décore un planisphère du XVIIe siècle, elle sert de modèle en 1730 à une célèbre manufacture allemande de porcelaine, elle illustre d'éminents ouvrages de sciences naturelles jusqu'au XIXe siècle et des manuels scolaires allemands jusque dans les années 30. Le rhinocéros de Dürer est sans conteste la représentation animale la plus largement répandue et la plus marquante de tous les temps. Il a forgé pendant des siècles l'image que les Européens avaient de cet animal. Quand on sait à quel point Dürer était fier de sa capacité à reproduire la nature aussi fidèlement, on peut imaginer qu'il verrait avec regret que son œuvre la moins réaliste est aussi l'une des plus célèbres. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui? Regardez bien. Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il fallait repérer sur le planning de l'accueil les abréviations MODO pour Montag bis Donnerstag, lundi à jeudi,
et FR pour Freitag, vendredi. Nous étions donc en Allemagne.